La Suisse est-elle prête pour le mariage gay? Les Verts libéraux lancent le débat. Faut-il les mêmes droits pour les couples homo et les couples hétéros? Infrarouge pose la question ce soir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Infrarouge. La Suisse a longtemps regardé ses voisins français se déchirer sur la question. Voilà le mariage gay qui arrive à l'agenda helvétique. Ce sont les Verts libéraux qui sont derrière tout cela. Ils veulent mettre le bâton dans la fourmilière, ils veulent un peu bousculer le calendrier et instituer dans ce pays le mariage pour tous, aller plus loin que le partenariat enregistré qui est aujourd'hui la seule façon de s'unir officiellement pour les couples de même sexe en Suisse. Alors le mariage est-il une institution sacrée ou le dernier rempart de la discrimination envers les homosexuels? Nous allons en débattre ce soir sur ce plateau avec nos invités et avec vous sur vos tablettes, sur vos écrans tactiles. Vous êtes bien sûr les bienvenus, vous connaissez les adresses infrarouge.ch, sur Facebook ou également sur Twitter avec le hashtag RTS Infrarouge. Laurent Sédou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le vice-président des Verts libéraux. Quelle mouche vous a donc piqué dans ce pays habitué à avancer lentement, à faire les choses l'une après l'autre, de demander là le mariage pour tous aujourd'hui? Alors faire de la politique, c'est soit faire des propositions qui vont amener la société à se modifier, à changer son fonctionnement, c'est ce que nous faisons dans la question de l'énergie, mais c'est aussi prendre conscience que la société est en train de changer et qu'il est nécessaire de pouvoir adapter nos lois et notre législation. Et c'est typiquement ce qui est en train d'arriver en Suisse sur la question de permettre à plusieurs communautés de vie de vivre ensemble et d'être reconnues comme telles par le biais du mariage. Mais pourquoi le mariage pour les couples de même sexe, c'est vraiment quelque chose de prioritaire? Non, simplement on est, et ça c'est le calendrier, le PDC a déposé une initiative qui a recueilli plus de 100 000 signatures qui traitait de prime abord sur la question fiscale, mais dont la première phrase est d'instituer la notion de mariage entre un homme et une femme de façon durable dans la Constitution, chose qui n'existait pas. Et là-dessus, il s'agit de réagir. C'est sûr que si cette initiative passe, nous sommes bloqués pour les 20 prochaines années sur la discussion qu'il peut y avoir sur la question des communautés de vie différentes et que l'on vit et que l'on voit à l'heure actuelle. Alors Béatrice Bertli, bonsoir. Laurent Sédou vient d'évoquer le PDC. Vous êtes la secrétaire générale du PDC national. Alors pour vous, le mariage, c'est un homme, une femme, Punkt, Schluss. Tout d'abord, il s'agit aussi de bien répéter ce que veut notre initiative. Donc le PDC s'engage pour la dépénalisation des couples mariés et des partenaires enregistrés en matière d'impôts, mais aussi en matière de la prévoyance vieillesse. Donc aujourd'hui, nous vivons dans une situation quand même bizarre, qui est aussi reconnue comme telle, parce que seulement parce qu'on est marié ou qu'on vit dans un partenariat enregistré, on va payer plus d'impôts et on touche à moins d'argent qu'une fois on est à la retraite. Donc ça, c'est la situation que nous voulons changer. Ça, c'est clair qu'avec notre initiative, nous allons droit devant. Et puis, qu'on a lancé un débat maintenant aussi sur la société, ça, c'est sur un autre terrain de jeu. C'est un autre terrain, mais c'est vrai que votre initiative, finalement, qui veut donc mettre fin à cette pénalisation fiscale, le diable se cache dans les détails. Je vous propose quand même de regarder la phrase qui fait, entre guillemets, problème en ce moment, parce que votre initiative, elle a abouti. Elle veut mettre fin à cette discrimination fiscale entre les mariés et les concubins. Mais le hic, eh bien, il se cache là, dans cette phrase. Le mariage, ça c'est un extrait donc, de votre initiative, est l'union durable et réglementée par la loi d'un homme et d'une femme. Là, il y a un principe que vous voulez mettre dans la Constitution, et c'est bien sûr les principes qu'on va débattre ce soir. Hein. Évidemment, on ne va pas entrer dans le détail de la fiscalité, mais ce principe, durcir finalement le principe du mariage, un homme, une femme, pourquoi? De nouveau, ce n'est pas une invention du PDC, cette phrase. Ça, c'est la notion du mariage telle qu'elle est appliquée, y comprise et par les tribunaux et dans la société. Puis je crois on peut aller dans les rues, demander les gens, 9 sur 10 vont vous dire, mais écoutez, le mariage, c'est entre un homme et une femme. Donc voilà, c'est rien de nouveau, c'est absolument rien de nouveau. Et pour ça, c'est maintenant dans le texte d'initiative
qui veut encore une fois dépénaliser maintenant le mariage et le partenariat enregistré. C'est ça justement ce qui ne joue pas. C'est que dans votre texte de l'initiative, il n'y a absolument rien sur le partenariat enregistré. On ne parle que du mariage et absolument pas sur le partenariat enregistré. Et c'est l'idée de contre-projet des Verts libéraux, est d'élargir dans un premier temps en faisant un contre-projet qui intègre les partenariats enregistrés et également toutes les formes de vie commune. Et donc vous voyez bien, et c'est tout ce débat-là où on joue sur les mots, l'article qui est proposé par l'initiative ne traite que de la question du mariage et au préalable définit la notion du mariage entre un homme et une femme. Et ça, ce n'est pas acceptable si on veut avoir une discussion sociétale concernant les vies communes. Écoutez, la situation des couples qui vivent dans un partenariat enregistré est réglementée dans la loi sur le partenariat, d'ailleurs, qui est entrée en vigueur en 2004. Mais vous créez là, avec cet article-là, vous créez de nouveau une discrimination avec les partenaires enregistrés, puisque vous ne traitez que sur la question du mariage. Alors, on va laisser répondre à Mme Vertis. Est-ce qu'il y a discrimination dans votre texte pour les partenaires enregistrés qui, finalement, eux, ne pourraient pas bénéficier de cette question fiscale? Donc, la loi sur le partenariat a été créée spécifiquement pour les couples homosexuels. Et puis, le PDC, avec sa ministre de Justice à l'époque, Ruth Metzler, se sont engagés activement pour le partenariat enregistré. Mais là, vous faites un pas en arrière. Avec votre initiative, vous faites un pas en arrière sur ce point-là. C'est pour ça que les Verts libéraux réagissent. Une question précise. Monsieur Seydoux a dit tout à l'heure, si on met cette phrase dans la Constitution, un homme, une femme pour le mariage, on est bloqué pendant 20 ans, on ne peut plus avancer sur la question du mariage pour tous. Vous êtes d'accord? Oui, non, parce que la loi sur le partenariat place également les couples homosexuels sur un pied d'égalité en matière d'impôt fédéral direct. Et aussi, là, on revient sur les impôts. Là, on revient sur les impôts. C'est clair que ça ne va pas être la discussion ce soir parce qu'on sera un peu sous les principes du mariage. Mais je veux dire, notre initiative, elle traite exactement ces deux aspects. Donc, c'est les impôts et la prévoyance vieillesse. Alors, et donc là, on voulait, et on est contre toute discrimination, et on s'était engagé pour, et je crois que c'est là où on est aujourd'hui. Alors, ce que vous nous dites, Mme Vertis, c'est que finalement, ensuite, quand on va appliquer votre texte, cette discrimination entre couples mariés et partenaires enregistrés, au niveau de l'impôt en tout cas, elle n'existera pas, que les couples qui sont en partenariat enregistré vont pouvoir en profiter. Mais j'aimerais revenir sur le principe de base de cette émission. On l'a entendu tout à l'heure, Mme Vertli a dit la société, si vous allez dans la rue aujourd'hui, vous dites mariage, tout le monde pense un homme, une femme. Barbara Lantemann, vous êtes la secrétaire générale de l'Organisation suisse des lesbiennes. C'est vrai, finalement, le mariage, c'est un homme et une femme depuis la nuit des temps. Pourquoi on irait changer ça? Rien de nouveau sous le soleil. Alors effectivement, vous confirmez ce qu'on sait déjà un petit peu, c'est que le PDC amène pas grand-chose de nouveau dans la société. C'est un peu dommage. Ce que je voudrais dire, non, c'est pas vrai. Le mariage, depuis la nuit des temps, n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Le mariage a toujours évolué. C'est toujours adapté aux besoins et aux réalités de la société. Donc, ce qui est un tout petit peu dérangeant aujourd'hui, il faut carrément très dérangeant aujourd'hui, c'est qu'au fond, on arrive avec un texte qui n'est plus en phase avec la réalité. Parce que vous dites, dans la rue, les gens vont vous répondre. Mais il serait intéressant de faire un sondage, et je crois qu'on va probablement le faire très bientôt, parce que j'aimerais entendre les gens, est-ce que le mariage est vraiment aujourd'hui? Oui, alors en Suisse, oui, mais dans d'autres pays, non. Dans d'autres pays, depuis quand même pas mal d'années, le mariage n'est plus l'union d'un homme et d'une femme. Alors, est-ce que la Suisse veut s'inscrire dans la lignée des pays qui effectivement, bloquent toutes les discussions et empêchent le débat sur des réformes de la société? On va prendre en exemple la Croatie, qui vient de voter un référendum exactement dans le même genre, qui a inscrit dans la Constitution la définition du mariage comme étant l'union d'un homme et d'une femme. On ne va peut-être pas comparer la Suisse avec d'autres pays où la situation est plus difficile. Vous parlez à part ça des autres pays. Je vous propose peut-être qu'on regarde la carte de l'Europe, parce qu'on a fait une carte de l'Europe avec ce qui se passe chez nos voisins, parce qu'aujourd'hui, en Europe, il y a une dizaine de pays européens qui ont institué le mariage homosexuel, dont 7 dans l'Union européenne. Le premier, ce fut les Pays-Bas en 2001. Il a été suivi assez rapidement par son voisin en 2003, la Belgique. Et puis, il y a eu l'Espagne au sud, l'Espagne catholique en 2005. Et puis ensuite, beaucoup d'autres pays, dont les derniers en 2013, la France et la Grande-Bretagne. Voilà pour la précision au niveau des fêtes. Nous avons quelqu'un avec nous aussi en duplex de Delémont, Dominique Bétic. Bonsoir. Vous avez tenu des propos sur l'homosexualité qui ont fait beaucoup réagir la semaine dernière. On va y revenir tout à l'heure. Mais vous, d'abord, l'UDC, l'ancien conseiller national, le psychiatre, le mariage homosexuel, pourquoi est-ce que vous le rejetez? Mais c'est une proposition indécente, le mariage homosexuel. Le mariage entre un homme et une femme qui remonte à la nuit des temps est vraiment la structure de base
qui constitue l'identité, qui définit le lien de parenté. C'est l'endroit où on peut le mieux élever des enfants. C'est ça le sens du mot parent, donner naissance à des enfants. Et puis, c'est basé bien sûr sur un couple qui est complémentaire, qui se répartit les tâches. Alors les modernes, les ultralibéraux, ceux qui veulent du changement, ceux qui se préoccupent des besoins non chiffrés de minorités veulent mettre le grand désordre là-dedans. Ceci est un grand projet ultralibéral. Pour moi, la famille, c'est le dernier endroit de liberté. C'est la plus petite structure autonome que la société ait construite. Ce modèle doit être protégé impérativement. Les ultra-libéraux et les lobbies gays, disons, sont des gens qui parlent, une minorité qui parle au nom d'une minorité pour imposer des changements de société qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, il est beaucoup plus important de défendre les intérêts économiques de notre pays, de travailler à la décroissance d'une certaine manière, de sauvegarder un certain nombre de droits fondamentaux, politiques et sociaux. Mais là, on est vraiment dans les préoccupations minoritaires de gens qui veulent déconstruire les liens sociaux. Et comme psychiatre, je peux que m'insurger la contre, c'est vraiment très, très dangereux. Alors, on va faire réagir Barbara Lantemann. C'est une minorité qui tente d'imposer finalement son modèle. Alors je m'étonne de la part, encore une fois, d'un adhérent à un parti qui se réclame démocratique. Ça le gêne que les minorités réclament quelque chose. C'est pourtant le principe même de la démocratie. Heureusement que les minorités peuvent de temps en temps s'exprimer et demander des choses. Sinon, on serait dans un pays où la majorité impose et les autres n'ont plus rien à dire. Tous les propos que tient M. Bettig, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais enfin, venant de lui, moi, personnellement... Mais sur le mariage, parlons du mariage, sur le mariage, ouais. Cette base de la société, et finalement de demander le mariage pour les couples de même sexe, c'est désordonner finalement la société, mettre le désordre dans la société. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors bon, encore une fois, on revient sur les réformes de la société, on revient sur l'évolution du mariage qui a énormément évolué, et lui, M. Bettig, en tant que psychiatre, devrait le savoir, ou en tant qu'historien, en tout cas, en connaissant un peu l'histoire du mariage, on devrait savoir que le mariage n'a pas toujours été l'union d'un homme et d'une femme, n'a pas été comme il est aujourd'hui, conditionné ou sans condition. Il a été conditionné. Si on était pauvre, on ne pouvait pas se marier. Il y avait les interdictions au mariage, il y avait des différents mariages, hein, jusque dans certaines années où il y avait plusieurs sortes de mariages, parce qu'il y avait ceux qui étaient plutôt commerciaux, puis les autres. Donc, moi, je m'étonne juste d'entendre, je ne vois pas où est le désordre à partir du moment où deux personnes souhaitent s'unir dans les mêmes conditions que deux personnes hétérosexuelles, quoi. Alors, on a parlé de filiation, on va en parler tout à l'heure, hein, de la filiation, de l'adoption. C'est aussi des propos qui ont été tenus par Dominique Bettig. Je vous propose de prendre connaissance de quelques réactions qu'on a reçues durant la préparation de ce débat, en partie qui vont dans le sens de Dominique Bettig et en partie dans le sens de Mme Lantemann. Tout d'abord, une première réaction qui est défavorable au mariage pour les couples de même sexe. On est beaucoup à penser que le partenariat enregistré suffit. Stop au harcèlement, la tactique du salami nous énerve, les homosexuels en veulent toujours plus. Et puis, une autre réaction qui est favorable au mariage pour tous. La question n'est pas de savoir finalement si la Suisse est prête ou non. La question est de savoir quand elle sera conforme à sa constitution qui garantit l'égalité des droits. Soit on abolit le mariage, soit on le pratique pour tous. L'égalité des droits, Dominique Bettig, ça, vous devez quand même être favorable à cela. La constitution suisse, elle dit égalité, article 8, tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Là, ils ne le sont pas. Oui, mais c'est très abstrait. Pour parler d'égalité, il faut parler de choses semblables. Or, il y a quand même une différence qu'on ne peut pas réduire entre un homme et une femme, c'est qu'il y a des fonctions sexuelles différentes. Les femmes sont faites pour porter, entre autres, il y a encore d'autres tâches, mais quand même une des fonctions, c'est de pouvoir donner naissance à des enfants, les allaiter et les élever, et l'homme pas. Et puis le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme pour faire des enfants et poursuivre l'identité, la structure de la société. On ne peut pas mettre sur un pied d'égalité abstrait et théorique quelque chose qui ne l'est pas. Là, on est dans les fantasmes. Mais Monsieur Bettig, est-ce que vous n'étiez pas en faveur du partenariat enregistré vous-même? Mais pour moi, ça ne pose pas de problème que Alors des pourquoi gens... cette différence? Parce qu'on a des couples qui vont aussi finalement avoir des enfants dans leur entourage, dans leur foyer?
Mais le partenariat enregistré, c'est une manière de régler finalement la logistique d'un couple. Hein. Qu'est-ce qui se passe en cas d'héritage? Qu'est-ce qui se passe en cas de cessation du bal à loyer? Des choses comme ça, c'est des problèmes techniques. Les gens peuvent faire les contrats qu'ils veulent comme ils veulent, ça ne me dérange pas. Comme ils peuvent vivre la vie sexuelle qu'ils veulent, pour eux, ceci ne dérange pas. Mais on ne touche pas à ce qui est la structure inconsciente et consciente de notre société. C'est extrêmement dangereux. Comme psychiatre, je peux voir tous les jours les problèmes qui se posent autour de la question des origines. Qui est papa, qui est maman? Qu'est-ce que la sexualité? Qu'est-ce que l'identité? On est en train de bidouiller tout ça pour faire plaisir à quelques intellectuels complètement hors du réel ou quelques politiciens qui veulent se la péter. C'est-à-dire, on l'a vu, Monsieur Bettig, que les pays alentours, une dizaine là en Europe, sont en train, alors si je vous écoute, de déstructurer leur société. Oui. Laurent Seydoux, vous êtes à la base je reviens vers vous, Monsieur Bettig. Laurent Seydoux, vous êtes à la base de cette proposition mariage pour tous, pour les couples de même sexe aussi. Vous ne craignez pas, finalement, de mettre le désordre dans les origines, dans l'affiliation, dans la structure même de cette société? D'abord, il faut définir qu'est-ce que c'est que le mariage. Et je pense, et je respecte Monsieur Bettig, qui a une certaine vision, qui est sa propre vision du mariage. Je la respecte et ça ne me pose aucun problème. Mais le mariage n'est qu'un contrat que la société a mis en œuvre, un supra-contrat qui facilite énormément de choses une fois qu'on a signé ce contrat de mariage, que ça soit justement sur la question de l'affiliation, sur la question des assurances sociales, des droits de garde et d'autres droits et devoirs que l'on a. Donc maintenant, M. Bettig a une vision du mariage. Il dit que le mariage, c'est pour fonder une famille, avoir des enfants, donner un lieu protecteur. Mais pour certaines personnes, c'est aussi de prouver leur amour, d'avoir un cadre qui soit plus pérenne. Pour certaines personnes, c'est une formalisation juridique, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le legs ou sur tout ce qui est retraite, fiscalité. Et puis, il y en a pour qui c'est simplement légitimer des relations sexuelles, puisque pour certaines personnes, on ne fait l'amour qu'au moment où l'on s'est marié. Puis, il y a aussi des questions qui se marient pour faciliter les formalités de naturalisation. Donc, chacun met ce qu'il souhaite dans la question du mariage, et je crois qu'il faut respecter ces visions-là. Il a aussi dit que c'était quelque chose pour les politiciens qui se la pètent. Ça veut dire en deux mots aussi que vous profitez de la situation pour faire de la pub pour vos couleurs, là, avec cette proposition. Non, simplement, il y a beaucoup de choses qui sont mises en avant au niveau politique, et puis il y a des sujets qui sortent plus du lot. Et typiquement, ce sujet en Suisse allemande n'a pas le même écho, parce qu'il y a peut-être un esprit beaucoup plus libéral, plus en avant. Ils n'ont peut-être pas eu le syndrome France qui s'est passé aussi ces derniers temps. Donc voilà, c'est un sujet qui frappe la Suisse romande. Les Verts libéraux sont actifs politiquement sur quantité d'autres sujets. Il suffit simplement, celui-ci réagit. Et donc j'aimerais quand même revenir à ça, parce que je crois que les débats sur les définitions ne doivent pas nous faire perdre de vue le véritable objectif de notre initiative. Et puis avec objectif, et c'est ça qu'on aimerait être un peu clair. J'aimerais quand même vous dire que nous avons un objectif, c'est la dépénalisation du mariage et le partenariat enregistré. Non, ça vous rajoutez quelque chose. Attendez juste, en matière d'impôts, mais aussi en matière de la prévoyance vieillesse. D'ailleurs, là, on doit encore convaincre le Conseil fédéral qu'il ne voulait pas. Bon, mais vous avez l'impression qu'il y a de l'opportunisme chez les Verts libéraux de venir avec cette proposition mariage de dire maintenant, écoutez, on va ouvrir le débat et tout. Ainsi, vous torpillez évidemment l'objectif principal de notre initiative. Et voilà, parce que comme ça, on a du coup un débat. Mais finalement, si on souhaite changer la définition du mariage, chacun libre de le faire. Mais si vous n'aviez pas introduit ça, Madame Verty, pourquoi introduire cette phrase alors pour cela, le mariage encore, j'aimerais terminer. Pour cela, il faudrait changer la Constitution. Pour cela, il faudrait récolter 100 000 signatures. Vous et moi, on sait exactement ce que ça veut dire de les récolter. Chacun a tout loisir de le faire. Voilà, c'est comme ça qu'il faut sujets dans le même article. Mais donc de lutter maintenant contre notre initiative, alors qu'en fait, on est pour l'objectif principal, il me semble un peu, c'est un coup de marketing original, d'accord, mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif principal de notre initiative, qui a d'ailleurs été accepté par le Conseil fédéral. Moi, j'aimerais juste dire une chose, vous ne pourrez pas nous accuser, nous, de torpiller ou de vouloir torpiller votre initiative ou de faire un coup de pub, puisque notre fonds de commerce, c'est justement cette question-là, ça tombe bien. Donc nous, ça fait quand même 2 ans, lorsque ce texte a été lancé pour les signatures par le PDC, qu'on tire la sonnette d'alarme en disant « mais attendez, stop, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, cette définition ? Pourquoi cette définition dans la Constitution, alors qu'elle ne figure pas à l'heure actuelle ?» On ne se prononce pas sur la question fiscale, ce n'est pas notre job, ce n'est pas notre tasse de thé, chacun fera comme il veut à ce moment-là, ou le moment où il faudra voter. Mais sur cette définition, c'est juste terriblement dommage, au fond, que vous ayez souhaité mélanger ces deux choses, parce qu'automatiquement, vous mettez aussi l'électeur devant un choix
complètement absurde à faire, où il va se trouver en train de devoir décider si oui, c'est juste, les personnes mariées ne devraient pas être pénalisées par rapport à l'impôt. Oh, puis en même temps, on va devoir se poser la question qu'il n'avait pas forcément envie de se poser. Au fond, est-ce qu'il faut inscrire dans la Constitution que le mariage, c'est un homme et une femme? Donc, en fait, c'est cette position étrange du PDC qui nous fait un peu bondir. On ne la comprend pas. On ne m'a pas posé cette question. Les gens m'ont dit, mais alors, ils ne lisent pas les textes des initiatives parce que c'est marqué dans l'article 14, vous l'avez clairement inscrit. Donc, c'est là où moi, je me dis, mais c'est dommage qu'on en soit là, parce qu'on pourrait ne pas en être là. Et on pourrait, voilà. Donc, pour revenir sur l'initiative du PDC, pardon, excusez-moi, oups, là, j'ai fait un petit laïus. Ça peut arriver, il y a une seule lettre qui change. Il y a beaucoup qui changent. Oui, quand même. Non. Mais voilà, c'est malheureux. Moi, j'aimerais rebondir quand même sur ce que j'ai entendu tout à l'heure. Par rapport à M. Bédic, je répète, on ne peut pas prendre au sérieux des paroles qui sont prononcées par M. Bédic, sachant les liens qu'il a avec l'extrême droite, sachant les liens qu'il a entretenus avec toutes les personnes qui ont dit des horreurs pendant toute la campagne sur le mariage pour tous en France. Je suis très étonnée du reste de le trouver là, parce que je ne vois vraiment pas ce qu'il peut apporter au débat, sinon des insultes et des choses assez atroces à entendre. Voilà, ça c'était juste la parole. Par contre, quand j'entends qu'on me dit « Oh, les homosexuels en veulent toujours plus, quand même », je me dis « Mais attendez, pourquoi on est des citoyens de seconde zone ?» C'est ça le truc, on est des citoyens qui avons un tout petit peu moins de droits que les autres, ou bien où est-ce que c'est inscrit, ça? Je crois que c'est un débat qui... D'ailleurs, on a vu avec la loi sur le partenariat, on a travaillé étroitement ensemble. Les partis, le département de Ruud Metzler, votre organisation, Absolument. Pink Cross. Et puis finalement, ça aboutit à une loi qui était en consensus, le consensus possible. Mais pas des organisations. Nous avons déposé une pétition qui demandait les mêmes droits pour les couples de même sexe. Et on en est loin. Mais là, c'était compris par tout le monde qu'on voulait, qu'on devait travailler ensemble. Oui, quand même. Alors, on va quand même faire réagir Dominique Bédic. Tout à l'heure, avec ce que vous avez dit, Madame Lantemann, vous n'y êtes pas non plus allé avec le dos de la cuillère sur ces liens avec l'extrême droite, notamment. Un mot, Monsieur Bédic, avant d'accueillir de nouveaux invités autour de la table. Oui, je remercie à cette dame de montrer son vrai visage. Il veut m'interdire de parler. Alors, c'est ça qui est le problème pour Elle ne vous l'interdit pas. En l'occurrence, c'est nous qui décidons quand est-ce qu'on donne la parole. Je vous remercie infiniment. Vraiment. Non, pour moi, un des problèmes autour de ce mariage gay, on a entendu M. Seydoux qui dit que le mariage, c'est beaucoup de choses. C'est vrai, il y a des aspects juridiques, la sexualité, tout ce que vous voulez, mais les fondements, c'est quand même la question de la parenté. Moi, ce qui me choque ici, c'est qu'on a affaire à des groupes de pression, et ça s'est vu dans les autres pays autour de chez nous, qui imposent par la classe politique au peuple sans que la population puisse se prononcer sur le bon sens ou sur le sens de ce projet, tout simplement en faisant des pressions, en faisant des menaces. Alors, dès qu'on est un adversaire du mariage gay, on est un extrémiste de droite, on est un homophobe, on est dans la diabolisation. En l'occurrence, M. Bédic, le peuple va pouvoir dire son mot en Suisse. Moi, je me réjouis, et puis je pense il y a d'abord le Parlement qui va en discuter. Je pense que le peuple va pouvoir en discuter ensuite. C'est très bien. C'est comme ça que les choses doivent se faire. Vous restez avec nous, Dominique Bédic. On va accueillir de nouveaux invités autour de cette table, parce que quand on parle mariage, eh bien, on pense église aussi, c'est clair. On va accueillir à notre table Madame Lynne Desprats, qui est pasteur à l'église évangélique réformée vaudoise, membre du conseil synodal, et puis l'abbé Philippe Mathé. Vous êtes notamment en charge de la pastorale de la famille, ici dans le canton de Genève. Philippe Mathé, cette société civile qui est en train de s'ouvrir un mariage pour les couples de même sexe, pour vous, est-ce qu'elle fait fausse route ? Je ne pense pas que l'Église a à dire à la société si elle fait bonne ou mauvaise route. L'Église et les chrétiens se situent dans la suite du message du Christ comme aimant cette société dans laquelle nous nous trouvons. Parce que si nous n'aimons pas la société, eh ben, on ne peut rien y apporter et on ne peut rien y développer. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il n'est pas de la prétention des églises ou de l'Église catholique romaine que je représente de venir dire à la société ce qu'elle doit faire en termes de mariage, de venir élaborer quoi que ce soit comme directive par rapport à l'institution du mariage, qui est une institution civile. Vous avez mentionné l'importance du contrat du mariage, de tout ce qu'on peut y mettre, évidemment. Il se trouve que l'Église, elle est là pour apporter à ceux qui le souhaitent, comme une proposition, un éclairage, qui est l'éclairage du message chrétien sur la vie
humaine en général, sur l'amour humain, sur l'épanouissement des personnes au nom de cet amour et sur la possibilité de prolonger la création de Dieu. Sur le mariage, alors quel est le message de l'Église? Parce que vous dites l'Église ne peut pas juger la société civile. Ouais. Le pape a parlé du mariage civil en disant quand même, en disant vous savez ce qu'on en pense, ce qui était clair. On a entendu beaucoup de représentants de l'Église qui en gros disent à la société vous faites fausse route. Alors, moi, personnellement, je ne suis pas là comme le porte-parole de toute l'Église catholique romaine. Je ne dirai jamais « vous faites fausse route ». Je pense que le mariage civil est une institution qui est importante. Je pense aussi qu'il ne faut pas la sacraliser. Monsieur Sédou l'a mentionné tout à l'heure, il y a un certain nombre d'éléments qui composent le lien du mariage. Il n'y a pas lieu, puisque c'est un contrat civil, de la sacraliser. Il se trouve que les églises, et l'église à laquelle j'appartiens, vient proposer non pas ni un plus ni un à côté, mais vient proposer par la célébration du mariage à l'église et le sacrement du mariage, un regard chrétien, un regard de foi sur l'union d'un homme et d'une femme et sur la possibilité de donner la vie. Vous pourriez bénir une union homosexuelle? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je ne serais pas d'avis que notre Église cherche d'abord à établir un rite pour une bénédiction pour le mariage homosexuel, parce que je crois que le rôle et la mission de l'Église, avant d'établir des normes pour des instances et des groupes, c'est d'accueillir des personnes, avec tout ce qu'elles vivent, et de leur signifier qu'elles sont aimées par Dieu, quelle que soit la situation de leur vie. Alors, les textes quand même, auxquels vous vous référez aussi, parce que l'Église c'est quand même quelque chose de hiérarchisé, de très structuré. Il y a ce catéchisme de l'Église envers les homosexuels, il est assez clair. Vous, homosexuels, compassion, respect en tant que personne, mais votre homosexualité, votre sexualité, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas la vivre, d'être chaste. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je suis le témoin, comme beaucoup de téléspectateurs, je l'espère, que l'Église catholique romaine ouvre le débat, y compris sur ces questions-là. La question n'est pas de réformer forcément le catéchisme ou autre chose, mais je me réfère notamment aux paroles récentes du pape François, à cette situation qui est quand même importante, parce qu'elle est mondiale, d'une large consultation qui est faite sur toutes les questions de la famille, en vue du prochain synode des évêques. En octobre de l'année prochaine. En octobre de l'année prochaine, où toutes ces questions sont évoquées, sans tabou. Est-ce qu'on est à la porte de changement dans l'Église catholique romaine? Je pense d'un changement de style, oui. Je pense à un changement de style et un changement d'attitude qui, avant de venir établir des normes, avant, et je crois que c'est le rôle de l'Église de le faire, de venir souligner la fidélité de Dieu, mais le changement, c'est peut-être que la première chose à faire, c'est d'être témoin de sa miséricorde. Barbara Lantemann, quand vous entendez cet homme d'Église, finalement, vous avez l'impression d'entendre deux voix différentes au sein de l'Église? Ça me réconcilie un tout petit peu avec l'Église catholique, parce que j'étais un petit peu en colère quand même suite à la lettre pastorale de l'évêque de Coire, qui a eu pas mal d'échos dans la presse et qui nous a tous laissé un petit peu avec un uppercut comme ça, la mâchoire en travers. Donc forcément, c'est gentil de la remettre en place. Oui, cette Église qui change, vous y croyez? Alors moi, personnellement, je suis assez sceptique parce que ça prend du temps et parce que c'est difficile de faire changer les gens et parce que l'Église catholique est très hiérarchisée. Elle a peut-être moins de liberté que d'autres églises qui consultent peut-être plus facilement le peuple. Là, on a quand même l'impression que ça vient d'en haut et puis que tout ce qui vient d'en haut est un petit peu difficile à gérer. Nous, on a écrit à la conférence des évêques, suite à la lettre de l'évêque de Coire. On attend avec impatience la réponse en sachant, mais au fond, comment se positionnent les évêques suisses par rapport aux propos qui ont été tenus. Les propos, on en parlera tout à l'heure de manière plus précise pour quand même aussi développer, parce que c'est lié aussi à l'adoption, c'est lié à la filiation. Et donc, dans cette partie-là, je vous propose d'y revenir. Mais je vais aussi donner la parole à Aline Desprats. Vous êtes pasteur, on l'a dit, vous êtes de cette église réformée vaudoise qui a mis en place un rite pour les couples qui sont des partenaires enregistrés. Pourquoi pas le mariage, finalement? Tout de suite.
Pourquoi pas tout de suite? Parce qu'au niveau de la loi suisse, actuellement, le mariage, c'est aujourd'hui un homme et une femme. Et il y a depuis 2005 ce partenariat enregistré pour les couples homosexuels. Et c'est à l'occasion de ce partenariat enregistré qui a vu le jour au niveau de la législation suisse que le synode réformé vaudois a commencé à s'interroger sur le rapport très globalement aux homosexuels, aux pasteurs homosexuels et puis aux couples homosexuels. Et dans le fond, après de longs débats, un long mûrissement, des débats houleux parfois, nous en sommes arrivés à la conclusion que non seulement nous pouvions offrir traditionnellement une bénédiction de mariage aux couples hétérosexuels, mais que nous pouvions aussi manifester l'amour de Dieu et donc offrir une célébration aux couples homosexuels qui sont partenariés et qui souhaitent placer leur union sous le regard de Dieu parce que cette dimension-là est importante dans leur vie. Beaucoup de compassion, beaucoup d'ouverture, mais les deux, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui, nous soutenons la mise en place du mariage pour les couples de même sexe. Hein. Ça, c'est clair pour vous aussi, Madame Desprats? Alors, en l'état, c'est clair et c'est vrai qu'au gré des discussions... Mais je crois que là, on est les garants d'une tradition. Je sais bien que le mariage, vous avez raison de le dire, n'a pas toujours été l'union d'un homme et d'une femme. Il y a eu des formes de mariage, des formes d'union très différentes au travers de l'histoire. La Bible s'en fait largement l'écho. Hein. Je veux dire, plus personne n'imaginerait aujourd'hui au Suisse de la bigamie ou de la polygamie telle qu'on en trouve à l'appel dans la Bible. Mais je veux dire, je crois que nous sommes quand même dans une tradition européenne, occidentale, patriarcale, monogame depuis plusieurs dizaines d'années, voire quelques siècles, et que ce poids-là a fait qu'aujourd'hui, le mariage, c'est un homme et une femme. Et les églises ont aussi comme rôle, c'est en tout cas un des rôles qui nous est reconnu dans le canton de Vaud, de participer à la transmission des valeurs. Aujourd'hui, c'est une des valeurs et nous participons à cette transmission-là, ce qui fait que dans la foulée où nous avons adopté une célébration pour les partenaires enregistrés, nous avons aussi dit qu'en l'état, pour nous, le mariage, c'était l'union d'un homme et d'une femme. Dominique Bétic, vous voyez que finalement, en tout cas sur ce plateau, même les églises changent. Bon, il faut entendre ce qui est dit. C'est dit avec beaucoup de politesse, de politiquement correct et de retenue, que c'est un phénomène de société intéressant. Mais les fondamentaux, à mon avis, lorsqu'il faudra les discuter, on verra la position traditionnelle de l'Église. Parce que le mariage, c'est aussi un sacrement, c'est aussi un lien sacré. Moi, ce que je voulais dire, juste en 2 mots, c'est que l'homosexualité est un problème peut-être aussi vieux que le mariage. Il a toujours trouvé sa place culturellement dans les sociétés. Aujourd'hui, on était arrivé à une sorte de position d'indifférence. Chacun mène la vie qu'il veut, comme il veut, ça ne dérange personne. Mais des extrémistes veulent ouvrir la guerre, de nouveau la guerre des sexes, obtenir le droit au mariage pour tous. Et puis ce qu'il y a derrière le mariage pour tous, c'est le droit à l'enfant. Et c'est là que ça va se compliquer, parce qu'on n'arrive pas à faire un enfant quand on a un couple avec deux hommes. Donc c'est la porte ouverte à toutes sortes de dérives techniques et civiles possibles. L'adoption, la fécondation assistée, etc. etc. Oui. Moi, je vois arriver toutes sortes de dérives. Pour réaliser ce fantasme de l'égalité, il faudra après mettre en pratique des politiques qui nous éloignent de la générosité, de l'identité, de la gratuité. On va vers une dérive technique et légale d'une société sans âme. Alors, on va parler des enfants tout à l'heure, Dominique Bétic, mais je vous propose un instant de sortir, d'aller voir ce qui se passe sur le terrain, parce que les Suisses, on l'a dit tout à l'heure, ont voté oui au partenariat enregistré en 2005. Hein. C'était d'ailleurs le premier pays dans lequel le peuple, finalement, reconnaît les unions homosexuelles, les couples homosexuels. Il y a eu avant un partenariat cantonal dans les cantons de Genève, de Zurich et de Neuchâtel. Neuchâtel, où un couple avait particulièrement été suivi à l'époque. Il s'était battu pour ce partenariat enregistré. Aujourd'hui, sur le mariage pour tous, eh bien, ce couple, il est plus réservé. Eh bien, Isabelle Fiot est allée à leur rencontre chez eux à Boudry. En couple depuis plus de 20 ans, Christian Cuffer et Alain Bovet travaillent aussi ensemble. Vigneron encaveur, Christian exploite le domaine familial, tandis qu'Alain s'occupe des chambres d'hôtes qu'il loue dans leur maison. Alors qu'ils s'étaient fortement engagés en faveur du partenariat, le mariage pour tous ne les séduit pas. Au travers du partenariat, au sens de la loi, j'ai l'impression qu'on a suffisamment de protection pour ne pas revendiquer le mariage qui reste pour moi un cliché, vraiment le cliché, la belle photo qu'on fait à l'église et autres. Et puis nous, en tant qu'homosexuels, c'est vrai qu'on ne s'identifie pas à ces clichés-là. En 2004, les 2 hommes étaient parmi les premiers à se paxer à Neuchâtel. Pour eux, c'était une reconnaissance officielle de leur statut de couple et surtout une sécurité juridique. C'était juste le fait que savoir s'il arrivait quoi que ce soit à l'un ou à l'autre, que l'autre pouvait gérer les biens communs
et qu'on ne soit pas tributaire d'autres personnes. Aujourd'hui, qui dit mariage pour les couples de même sexe, dit droit à l'adoption. Alors que la filleule de Christian attend un heureux événement, la question ne se pose plus pour les deux partenaires. Mais sur le fond, ils sont d'accord. Je suis favorable à toute adoption quand il y a de l'amour. Et je crois que c'est ça qui est important. Qu'on soit un couple de garçons, un couple de filles, un couple homme-femme, le plus important, c'est l'amour qu'on peut donner à l'enfant. Nous, on a dû en faire le deuil avec Alain parce que c'est clair que 20 ans en arrière, 25 ans en arrière, on n'imaginait même pas pouvoir avoir des enfants en étant un couple homosexuel. Et puis aujourd'hui, on voit bien autour de nous que pour les plus jeunes, c'est une question qui se pose, puis qui est une question tout à fait légitime de se dire j'ai beau être gay ou lesbienne, j'ai envie d'avoir des enfants. S'il y a 10 ans, le partenariat enregistré a été leur combat, le mariage pour tous sera, lui, celui de la nouvelle génération. Un nouvel invité nous a rejoint à cette table, Thierry Apotello, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller administratif de Vernier, vous étiez candidat au Conseil d'État Genevois cet automne, candidat PS, précisons-le tout de même. Vous êtes un des rares politiciens romans qui parle ouvertement de son homosexualité. Vous vivez vous-même avec un conjoint. On entend là 2 partenaires enregistrés qui disent pour nous le mariage pour les couples de même sexe, donc le mariage en lui-même, on n'est pas très intéressé. Quelle est votre position à vous? Bon, le couple qui vient de parler montre assez clairement qu'au fond, il n'investit pas le symbole qu'est le mariage. Ce qui me choque dans la proposition du PDC aujourd'hui, c'est qu'au fond, on interdit à un certain nombre de personnes qui veulent, eux, avoir ce symbole, vivre ce symbole du mariage. Au fond, quand on parle d'égalité, on doit permettre aujourd'hui à des couples, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, de faire en sorte qu'il soit possible. En ce qui me concerne, évidemment, j'ai des aspirations à vivre avec mon compagnon de manière la plus longue possible, et puis surtout à faire en sorte que nous puissions régler l'ensemble des dispositions qui règlent au fond des relations entre 2 personnes qui vivent sous le même toit. Le partenariat enregistré en fait une partie, il en manque encore un certain nombre de sujets, raison pour laquelle je serai en faveur en effet de ce mariage pour les personnes du même sexe, pour que ces personnes aient l'ensemble des droits et non pas seulement, comme le disait ma collègue, des personnes de deuxième zone où au fond il y a une partie de la société qui a des droits et une autre qui n'en a pas. J'aimerais aussi réagir assez fermement aux propos du docteur Bettig lorsqu'il parle en tant que psychiatre, notamment sur une sexualité perverse, et je reprends ces termes, immature. C'est des propos qui n'ont pas été tenus ce soir, mais qui ont été tenus la semaine dernière. Et c'est ce qui a provoqué, c'est ce qui provoque aussi sa présence sur le plateau, où ils sont extrêmement provocateurs, mais ils sont extrêmement durs vis-à-vis des personnes, notamment des jeunes qui se découvrent homosexuels, dont on sait aujourd'hui en Suisse qu'il y a 4 fois plus de tentatives de suicide chez les jeunes homosexuels que pour des autres, parce qu'il y a aujourd'hui une acceptation difficile de l'homosexualité, parce qu'aujourd'hui, l'homosexualité est par exemple la 2e source de conflits dans les écoles. Donc on doit faire en sorte qu'en contribuant par le mariage, comme pour l'adoption, comme pour d'autres choses, faire en sorte qu'on constitue aujourd'hui une société plus solidaire, une société qui accepte la différence et non pas qui l'envoie, je dirais, dans des calanques qui sont graves. Alors vous parlez de société plus solidaire, on va quand même juste rappeler précisément les propos tenus par Dominique Bettig, qui a parlé de la sexualité homosexuelle comme étant perverse, immature et incomplète. Dominique Bettig, un mot quand même, là vous jouez la provoque clairement, alors qu'on vous propose plutôt une société plus solidaire. Écoutez, c'est évidemment les propos que j'ai tenus et qu'on m'a attribués sont la terminologie officielle de la psychanalyse. La psychanalyse est quand même un des fondements de la manière dont la vie aujourd'hui dans notre société est organisée. Les mots pervers, immature, incomplet étaient une réponse à la question qui m'avait été posée. On me demandait quelle était la position de Freud et d'autres psychanalystes sur l'homosexualité et la sexualité. J'ai répondu en termes techniques. Évidemment, ça a été sorti de son contexte et on a voulu ainsi blâmer les gens. Moi, je suis clair là-dessus. La psychiatrie, là aussi, pour définir un certain nombre de normes, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, la différence des sexes, l'autonomie, la réalisation de soi. Il y a différents courants dans la psychiatrie, M. Bettig. Il y a différents courants, mais il y a des gens qui peuvent choisir d'accepter les normes qui sont fixées par la société et d'autres qui peuvent choisir de ne pas les respecter. Moi, je respecte totalement ces gens-là, les gens qui font le choix de l'opposition, qui critiquent le mariage ou qui veulent vivre
vivre d'autres vies ou d'autres relations ont tout à fait le droit de le faire. Mais quand on touche à ce sentimentalisme-là pour essayer d'imposer un changement de loi qui va ne concerner qu'une petite partie des gens, ce qui a été dit tout à l'heure... Excusez-moi, Monsieur Bettig, mais là vous revenez sur des arguments que vous avez développés en début d'émission, sur cette minorité aussi qui imposerait. Thierry Apotello, un mot? Oui, on a aujourd'hui un livre qui s'appelle le DS4, qui au fond, DSM, qui au fond donne, comme pour l'Église avec la Bible, comme pour les juristes avec les codes civils, les codes pénaux, donne les orientations et la façon dont on peut aujourd'hui qualifier les maladies mentales. Je ne sais pas dans quel monde et dans quelle année il vit le Dr Bettig, mais aujourd'hui, le DSM-4 a été assez clair sur le fait que l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie mentale. Or, dans ces propos dont il nous joue aujourd'hui la victime, en disant « je ne sais pas ce que j'ai dit, mais peut-être quand même un peu », aujourd'hui, le DSM-4 exclut l'homosexualité de la maladie mentale. Donc, ce n'est pas des arguments qui sont aujourd'hui à entendre et surtout qui sont aujourd'hui à dénoncer parce que l'homosexualité n'est pas une maladie. Alors, moi, j'aimerais revenir maintenant sur le terrain aussi de la discussion quand même fondamentale qu'on doit avoir ce soir. Pourquoi un mariage pour tous aujourd'hui alors qu'il y a un partenariat enregistré? Qu'est-ce qu'il manque? Pourquoi est-ce qu'il faut aller plus loin? On va voir quand même ce qu'aujourd'hui le partenariat, donc il y a quelques années, en 2005 avec le vote et 2007 pour l'entrée en vigueur, a amené de concret aux couples de même sexe. Comme dans le mariage, il y a des droits et des devoirs. Il y a le devoir d'assistance et de respect envers le partenaire. On a modifié l'état civil. Il y a des droits comme le statut de parent proche, qui est important dans plusieurs moments de la vie, notamment les visites à l'hôpital, l'imposition commune, des droits en matière de logement et d'assurance. Mais il y a aussi, on va dire, des privilèges que garde encore le mariage, des droits en plus, qui sont l'adoption, la procréation médicalement assistée, la naturalisation facilitée. Barbara Lantemal, pourquoi aujourd'hui il faudrait aller plus loin alors qu'on a finalement peu d'années de partenariat enregistré et pourquoi est-ce qu'il faut aujourd'hui aller de l'avant plus rapidement possible dans le mariage? Alors, tout simplement parce que c'est vrai que la société bouge très vite et puis parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, si on regarde autour de nous, les pays européens autour de nous ont amené ces changements. Donc, nous, on est gentiment un petit îlot isolé là au milieu. Donc, c'est forcément que les personnes concernées comprennent de moins en moins bien pourquoi, au fond, cette loi du partenariat enregistré. Si la loi du partenariat enregistré avait subi des modifications assez rapides ou des corrections assez rapides, parce qu'elle a quand même quelques lacunes graves, il n'y a pas seulement les textes que vous avez montrés, mais il y a 2-3 petites choses comme ça, un peu subtiles, comme ça, où on sent quand même... Il faut quand même noter aussi une chose, c'est que le partenariat enregistré est une discrimination. Au moment où vous allez vous annoncer chez votre employeur et puis qu'on vous demande votre état civil, vous êtes partenarié, eh ben vous êtes gay ou vous êtes lesbienne. Alors ça dépend pour quel patron, ça veut dire... Vous dites stigmatisant, vous, Thierry Apotello. Bien sûr, clairement. Stigmatisant, que ce soit à l'armée, chez un patron, on n'a pas d'autre choix que de cocher la case liée par un partenariat. Et donc, du coup, évidemment, ça nous catalogue. Donc, c'est en ce sens-là aussi que la société doit bouger. Béatrice Vertli, cette idée, finalement, qu'avec le partenariat enregistré, que vous avez soutenu aussi en bonne partie au PDC à l'époque, on stigmatise toujours, on dit, vous êtes homo, vous le restez, puis on doit le voir sur votre état civil. Pourquoi ne pas aller plus loin ? Je crois qu'il y a des projets qui sont en pipeline, notamment, on a vu tout à l'heure, on parle déjà de la naturalisation facilitée, l'adoption, ça c'est les projets en cours qui sont en pipeline. Mais d'ailleurs, vous m'étonnez quand même un peu, Madame Lanteman, quand on s'était vu il y a quelques semaines, vous avez dit, le mariage pour tous, c'est maintenant trop tôt encore, parce qu'on n'est pas encore là, il y a encore le débat qui est en cours, avec la proximité du débat qui a lieu en France, et encore une fois... Mais c'est vous qui provoquez le calendrier, c'est ça le problème. C'est votre initiative. C'est votre initiative qui a bousculé le calendrier et nous sommes obligés de réagir. Notre initiative veut dépénaliser les couples mariés et aussi les couples qui sont enregistrés en matière fiscale, mais aussi la prévoyance vieillesse. Voilà, exactement. Qui inclut les deux. Mais votre initiative ne parle que du mariage. Vous m'avez dit que ça vient trop tôt, donc de poser la question, est-ce qu'on veut aller encore, est-ce qu'on veut faire 10 pas ou est-ce qu'on veut faire 2 pas et 2 pas? Peut-être vous avez surchargé le bâton, en tout cas vous torpillez le vrai objectif de cette initiative, c'est vrai, c'est comme ça. Madame Lantemal, est-ce que vous trouvez que ça va trop vite alors que vous auriez dit à Madame Vertli? Donc vous aussi, vous avez parlé d'autres thèmes qui sont certainement, qui sont très importants. Mais vous gardez ces thèmes-là, Madame Stoup, j'aimerais juste entendre Madame Lantemal, vous dites, elle vous a dit, ça va trop vite, ce mariage. Alors nous, les organisations LGBT de Suisse,
Suisse, on a plein de projets dans le pipeline, comme vous dites, c'est vrai. On est face à une réalité. Donc il y avait des réalités qui nous semblaient à un moment donné plus urgentes. C'est vrai qu'on s'est beaucoup battu ces dernières années, derniers mois, pour l'adoption de l'enfant du conjoint. C'est un des projets qui est justement maintenant au Parlement. Nous faisons aussi aléatoirement parfois un peu de politique et nous savons très bien qu'en Suisse, nous avons un besoin de débat avec la population et qu'au fond, si le PDC ne nous avait pas fait ce cadeau, j'ai envie de dire empoisonné, mais peut-être pas tout à fait finalement, de cette définition, on n'aurait peut-être pas amené le sujet du mariage tout de suite. Mais c'est vrai qu'en fait, on a été mis un peu devant le fait accompli où finalement on se dit, bon, ok, vous le voulez, vous voulez un débat là-dessus. Alors allons-y, faisons ce débat. Carte sur table en précisant que vous êtes aussi engagé au Parti Socialiste. On ne l'a pas encore précisé. Non, mais pour que tout soit clair. Encore une fois, je crois que la définition, c'est une définition valable, appliquée et comprise par les tribunaux, par la société telle qu'elle est aujourd'hui. C'est le droit constitutionnel en vigueur. Donc si vous avez envie et si vous voulez redéfinir ou parler de la définition du mariage, vous êtes libre de le faire. Je veux dire, on n'a pas inventé une nouvelle définition. Philippe Maté, j'aimerais entendre l'abbé Philippe Maté, s'il vous plaît. Philippe Maté, vous vous signalez depuis quelques minutes. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette discussion ? On assiste précisément à ce qu'on ne voudrait pas avoir. C'est que cette initiative, elle conduit justement à stigmatiser ceux que vous aimeriez que nous ne stigmatisions pas. C'est-à-dire que le débat avec les propos de M. Bettig le montre, d'autres aussi extrêmes dans ce sens-là, manifestent que le fait d'ouvrir par cette initiative cette question conduit effectivement trop de monde à venir poser des jugements sur la personne homosexuelle, sur la communauté des personnes homosexuelles. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et que du point de vue de l'Église et du point de vue chrétien, ça n'est pas acceptable. C'est vrai, je me joins à ce que vous disiez lorsque vous parliez de stigmatisation. Je crois que le message chrétien vient dire tout le contraire, justement, de cela. Le message biblique, il est basé sur la différenciation. En venant dire que c'est parce qu'il y a la différenciation sexuelle, différenciation des générations, différenciation d'autres types encore, que la vie, pas seulement le don de la vie sur le plan biologique, mais que la vie peut s'épanouir. Et que le message chrétien vient dire qu'à partir du moment où on se parle entre personnes différentes, où on se comprend, il y aura forcément toujours plus un supplément de vie. Alors, j'aurais aimé que vos propos... stigmatisation, trop demander trop vite, c'est un peu ce que disait aussi... J'aurais aimé que vos propos soient tenus par des prêtres et des curés, des évêques qui ont tenu des propos exactement à l'inverse lorsqu'il y a eu le débat en France sur la question du mariage pour tous, qui sont exactement à l'inverse de ce que vous venez de dire. C'est la fermeture, c'est l'exclusion. Et ça, je trouvais extrêmement grave que l'Église se mêle d'un débat politique. Le mariage est une union civile, il n'a pas à se mêler, vous l'avez très bien dit. Je vous remercie de ces propos sincères. Mais aujourd'hui, l'Église que vous représentez d'une manière extrêmement ouverte, ce n'est pas le cas tout à fait du côté de la France, par exemple. Mais paradoxalement... On peut revenir, alors on en parlait tout à l'heure, à cette lettre de l'évêque de Coire. Alors je vous propose de regarder cet extrait, un de ces extraits qui ont fait beaucoup parler. Donc l'évêque de Coire qui a fait une lettre pastorale la semaine dernière, et notamment qui a évoqué la théorie du genre. C'était la ligne de sa lettre, mais à l'intérieur, il y a des passages qui ont beaucoup fait réagir, et notamment un d'entre eux que je vous propose de regarder maintenant, où il dit que les enfants livrés à des couples de même sexe sont privés du fondement de leur développement mental. C'est vrai que quand on lit ça, Philippe Maté, on parle de respect, on parle de compassion, et puis on vous assène ce genre de phrases. Il y a un double langage, là. Alors moi, je me démarque formellement de ce type d'affirmation. Ça, c'est certain, au titre de ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est pas pour autant qu'il faut nier que les différenciations nous ordonnent à donner vie, à vivre en société selon des types divers. Tout à l'heure, j'estime qu'il y avait une forme de confusion lorsqu'on parlait du mariage. Confusion entre le mariage civil, qui est un pacte, qui est un contrat. J'ai mentionné qu'il n'y avait pas lieu de le sacraliser. Et il se trouve que pour celles et ceux qui le désirent, sans que ce soit imposé à qui que ce soit pour toute la société, on n'est pas dans une théocratie, pour celles et ceux qui le désirent, eh bien, l'Église catholique romaine, par le sacrement du mariage, vient proposer
un regard de foi et d'entrer dans le projet de Dieu, de la bonne manière de vivre la diversité pour que la vie puisse grandir. Pour que la vie des époux puisse grandir. Parce que c'est peut-être la première chose à dire, et ça a été rappelé tout à l'heure, le mariage, c'est d'abord le lieu de l'amour. Hein, avant d'être peut-être le lieu, bien sûr, c'est beau que l'amour puisse donner la vie et donner la vie à les enfants. Mais s'il n'y a pas l'amour, que sera la vie qui sera donnée ? Alors là, on touche un point de la discussion qui est essentiel. C'est aussi la relation à l'enfant, à l'adoption. Si on dit mariage, pour les couples de même sexe, ça veut aussi dire pouvoir adopter, ça veut aussi dire pouvoir élever des enfants. Barbara Lantemann, quand on ouvre cette question, se marier, c'est avoir le droit d'adopter, ça va ensemble, c'est automatique. Non, je ne crois pas. Je crois que ce n'est pas automatique, parce qu'il faut quand même différencier. Aujourd'hui, nous parlons de mariage, donc nous parlons... Et là c'est vrai qu'il faut le préciser. Peut-être qu'on devrait vraiment dire systématiquement mariage civil. Parce que le mariage religieux, c'est vrai qu'au fond... Ou alors qu'on l'appelle autrement, parce que des fois, je vois que le mot mariage apparemment appartient à une espèce de tradition. La clé, finalement. Alors, est-ce qu'il faudrait changer le nom et puis dire union civile, puis comme ça, tout le monde est content? Garder le mariage pour des couples hétérosexuels. Vous avanceriez dans cette direction? Non, qu'on ne fasse pas de catégorie, parce que non, mais qu'on clarifie bien les choses, que le mariage religieux n'est pas l'objectif ou n'est pas celui qui nous intéresse dans ce débat, c'est cet acte civil, dans un état de droit, l'union entre deux personnes qui est réglée par la loi. Donc ça, c'est une des choses. Et puis alors l'adoption, c'est un autre thème. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire nous sommes à un moment donné de notre histoire où nous devons peut-être poser la question pourquoi dans une société comme la nôtre, il y a deux formes d'union entre les personnes. Pourquoi d'un côté les hétéros et de l'autre côté, les homosexuels. On ne parle pas de famille, je ne sais pas, est-ce que c'est déjà une famille à partir de deux, mais on parle pour l'instant d'une union. Il faudra de toute façon parler un jour de l'adoption. Et je crois qu'en ce moment, il y a déjà des révisions qui sont en cours sur le droit de l'adoption en général, qui touchent aussi les hétérosexuels et qui sont des révisions importantes parce que les personnes hétérosexuelles qui vivent en couple souhaitent peut-être aussi fonder des familles et ne peuvent pas toujours le faire de manière naturelle, donc sont peut-être aussi contents si cette loi sur l'adoption, elle évolue un petit peu. Donc ça, c'est un autre paquet et je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Moi, je n'ai pas envie de les mélanger parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment clairement poser le débat sur le mariage ou l'union civile entre les personnes adultes, consentantes et matures. Sauf que ceux qui s'opposent au mariage civil pour tout le monde mettent en avant le fait que c'est l'adoption, que c'est la tactique du salami, que c'est toujours un peu plus. Quel regard vous avez, vous, Lynn Desprats, à l'Église réformée, alors, c'est vrai que pour nous, la question sur cette relation de la famille et de l'enfant et de l'adoption aussi? Alors, l'adoption ne s'est jamais prononcée sur cette question directement, tout simplement parce que l'adoption civile, elle n'a pas d'incidence directe sur la pratique et sur la vie religieuse des gens. Le seul moment où nous pourrions être concernés, c'est dans le moment le plus symbolique, c'est celui du baptême. Or, je peux vous dire que dans l'Église réformée vaudoise, il y a déjà eu des baptêmes d'enfants qui avaient deux mamans. Donc je dirais à ce niveau-là, l'accueil, il est total, il se fait, les rites ont lieu, les symboles religieux pour ceux qui en ont besoin ont lieu. Et vous craignez, vous, la pasteur, pour l'équilibre des enfants, comme l'évêque de Coire, par exemple, il faut un papa, une maman, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et qui est très répandu dans la société aujourd'hui. Oui, c'est très répandu. Le problème avec ce que dit M. Wander, c'est que au fond, il laisse penser que la seule altérité possible dans un couple et dans une famille, c'est l'altérité sexuelle. Or, je veux dire, toute la tradition chrétienne, tout le débat chrétien, toute l'évolution dit l'importance, on l'a nommé, de la différence, de la différenciation, de l'altérité de manière positive. Mais alors, il n'y a de loin pas que l'altérité sexuelle qui existe. Donc, je trouve que c'est tout à fait réducteur de la part de Vous disiez en préparant l'émission qu'on dit que c'est un danger pour la société de confier des enfants à des couples de même sexe. On l'entend ces derniers temps. Là, vous dites que ça n'est pas le cas. Il y a d'autres problèmes plus importants. Moi, je pense qu'il y a d'autres problèmes plus importants, effectivement. Je pense qu'au sein des couples, il y a des problèmes et que des enfants sont en danger dans nombre de couples hétérosexuels pour beaucoup d'autres raisons, pour des questions de violence. Je pense que le bien-être psychique et physique et mental des enfants, il tient aussi à la disponibilité des parents. Quand on voit la pression au niveau du monde du travail, le paupérisme qui vient galopant en Suisse, avec des pauvres toujours plus nombreux, le seuil de pauvreté
pauvreté qui est énorme. Là, je trouve qu'on a des vrais dangers par rapport au développement d'un enfant. Et dans le fond, je ne suis pas sûre que le partenariat enregistré soit l'ennemi du mariage. Je pense que c'est une réalité différente. Et pour moi, alors c'est vrai que ça ne me choque pas de dire qu'il y a un mariage hétérosexuel et un partenariat enregistré homosexuel, parce que pour moi, quand on vit des réalités différentes, si elles sont, en guillemets, sanctionnées de manière différente, si elles sont appréciées de manière différente, c'est aussi rendre justice et faire cas de la différence. Alors c'est vrai, quand on dit on veut avoir droit à notre différence, mais ce que l'on demande, c'est la même chose, pile poil que les autres. Il y a un tout petit paradoxe là quand même par rapport à la différence, et puis qu'est-ce qui est différent, puis jusqu'où est-ce qu'on n'aimerait pas que... Réponse sur ce paradoxe. C'est un petit peu le même débat que l'égalité homme-femme, on n'est pas forcément pareil, et pourtant je crois qu'on a les mêmes droits, donc à un moment donné où effectivement, bien sûr que nous revendiquons nos différences, mais en même temps nous faisons partie de la même société, donc c'est vrai qu'on n'est pas dans un petit monde avec une bulle dessus. Voilà. Après, on peut ouvrir le partenariat enregistré aux hétérosexuels aussi. Alors pourquoi pas? Tiens, c'est une idée, ça aussi. Alors ça se fait dans certains cantons. Ça se fait notamment à Neuchâtel en tout cas. Oui, Laurent Seydoux. Je crois que vous avez mis le doigt sur le vrai sujet de société qui est lié à la famille. Parce qu'en finalité, on ramène tout ça sur la filiation des enfants. On a un vrai problème parce que notre éducation judéo-chrétienne nous a amené à visualiser la famille comme un père, une mère, 2 enfants, et que les choses se fassent dans l'ordre, on se marie, on a des enfants. Ce modèle-là n'existe plus, il faut juste en prendre conscience. En 1965, en France, 5,9% des enfants naissaient hors mariage. En 2012, c'est 57%. 57% des enfants naissent hors mariage en France. Le record, c'est en Islande, ils sont à 69%. Quand on parle un père, une mère, 2 papas, mais c'est déjà une réalité à l'heure actuelle. Après le divorce, les femmes peuvent se retrouver seules, les hommes peuvent se retrouver seuls. Ensuite, on peut se retrouver avec une maman et une belle maman, un papa et un beau papa. Donc on est de toute façon dans une société qui a changé. Et pour l'instant, on n'est encore pas outillé par rapport à ça. Et on a des craintes parce qu'on est déstabilisé par rapport à ça. Et pour moi, l'aspect du genre et du sexe, il est anecdotique, c'est d'autant plus anecdotique qu'il doit être traité, et moi j'apprécie beaucoup les propos que vous avez eus, avec ce respect. Mais on a des vrais soucis du noyau familial qui a été le fondement peut-être de notre éducation. C'est un vrai problème. Et je pense que ce dont on doit à l'heure actuelle s'occuper, c'est comment aborder cette famille qui n'est plus le modèle que l'on avait. Et tous ceux qui restent sur cette famille traditionnelle ancienne auront de la peine à s'envisager par rapport à ça. Et il y a des vraies souffrances, vous en avez parlé. Je pense que c'est ça qu'il faut pouvoir aborder également. Et ce n'est pas lié au sexe ni au genre. Et je pense par ailleurs que nous aurions tout intérêt à apprendre à parler des familles. Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de la famille et c'est le modèle traditionnel de la famille. Aujourd'hui, vous l'avez dit, il est complètement éclaté. Vous évoquiez tout à l'heure les personnes qui ne font l'amour que lorsqu'elles sont mariées. Il y en a quand même de moins en moins. Effectivement, maintenant, la sexualité n'a plus pour but premier la procréation. Les progrès médicaux permettent à des couples qui étaient stériles ou qui le sont d'avoir aujourd'hui des enfants. Donc c'est vrai que tout ce qui a fait notre passé est en train d'éclater complètement. On doit en prendre acte. Et moi, je crois qu'on doit parler à partir de maintenant de politique des familles pour précisément prendre en compte le fait qu'il y a la famille traditionnelle, mais qu'il y a des familles recomposées, des familles arc-en-ciel, des familles monoparentales, etc. Alors, on a promis quand même qu'on allait retourner écouter Dominique Bettig sur cette question de la famille. On vous dit, Dominique Bettig, aujourd'hui, il y a d'autres problèmes plus graves pour les enfants, ce que disait Lynn Desprats, dans les familles. Et puis, le modèle défendu n'existe plus. Les enfants hors mariage les enfants naissent de plus en plus hors mariage. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors, il y a toujours eu un modèle et des gens qui n'acceptaient pas le modèle, ça ne me choque pas. Mais à entendre les propos des invités de ce soir qui amènent sur la théorie du genre et d'autres choses comme ça, moi, je suis convaincu de la chose suivante. La communauté gay et homosexuelle qui avait obtenu le droit à l'indifférence aujourd'hui et à s'intégrer sans difficulté est prise en otage par des idéologues abstraits qui veulent déconstruire les liens sociaux. La demande de Pax, la demande d'adoption, la demande de mariage homosexuel ne sont pas des sujets importants parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Il y a quelques personnes qui seront d'accord, mais en fait, c'est plus une demande de droit théorique. Et la société qu'on nous prépare, et moi elle me fait peur, c'est une société sans identité, sans sexe, sans genre, où tous les individus sont équivalents, où il n'y a plus de lien social. Et c'est le début de la fin et du totalitarisme. Et heureusement qu'il existe la famille comme modèle de résistance saine à cette déconstruction du monde. Thierry Apotello,
dans l'idée finalement qui a été aussi développée, que plus on en demande, plus on veut aller loin, plus vite et plus on a des réactions en retour. Est-ce que vous sentez, vous, ces temps, une parole libérée, plus stricte contre l'homosexualité? Est-ce que vous le ressentez? C'est sûr qu'au quotidien aujourd'hui, on observe assez peu de phénomènes qui peuvent être qualifiés d'homophobes, ou en tout cas de réactions. En revanche, dès qu'on commence à soulever le couvercle, on se rend compte tout à coup, et j'utilise le terme de la libération de la parole, où tout à coup on se permet, c'est ce qu'a fait Dr Bettig dans Le Matin, où il se permet des mots extrêmement forts, extrêmement durs, contre les personnes qui aiment une personne du même sexe. C'est extrêmement stigmatisant, extrêmement dur. Donc moi, je pars du principe, en effet, que notre engagement politique, associatif, dans une église, doit être en faveur d'une plus grande égalité. Et ce n'est pas que de dire des mensonges. Ce n'est pas du totalitarisme, mais non, le mot qu'on vient d'entendre. Au contraire, de vouloir imposer. On a l'exemple des pays du Nord, par exemple. On a aussi les exemples des très catholiques Espagne et Portugal qui ont accepté d'adopter une législation ouverte sur la question du mariage, voire même de l'adoption. Je crois au fond que le débat qui nous amène à être autour de la table ce soir, il est clairement positionné par le PDC parce que son initiative fiscale, j'y crois assez peu. Je crois que c'est véritablement ce qui les anime au fond, c'est cette question de mariage entre un homme et une femme. Ils ont emballé le cadeau sous la forme des forfaits fiscaux, enfin des éléments fiscaux pour se dire au fond, il faut qu'on passe la pilule. Mais fondamentalement, c'est un parti chrétien qui est extrêmement conservateur sur les sujets de société. Et quand je vois les non-réponses de notre secrétaire général du PDC national qui n'arrive pas à débattre, au fond, non pas de cette question des éléments fiscaux, mais bien du mariage, de la volonté du PDC d'inscrire le mariage dans la Constitution, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en contradiction avec l'article 8 alinéa 2 de la Constitution fédérale, qui parle de la non-discrimination, notamment en fonction de son choix de vie. C'est ça le débat politique sur lequel j'aimerais être Béatrice en conclusion. C'est qu'aujourd'hui, on a affaire à un cheval de Troie que mène le PDC pour inscrire dans la Constitution le mariage entre hommes et femmes. On l'a dit en début d'émission, hein, pas tout le monde était forcément là, hein, que dans cette initiative PDC sur la famille, on veut introduire l'idée que le mariage, c'est un homme et une femme. Est-ce que vous ne risquez pas de voir votre initiative, du coup, tellement combattue pour cette phrase que vous devriez changer quelque chose au risque de perdre l'idée que vous aviez derrière, c'est-à-dire de rétablir une égalité fiscale? C'est une définition valable qui est appliquée aujourd'hui. Vous l'inscrivez dans la Constitution, ce n'est pas une explication de texte, madame, voilà. Je suis désolée. Actuellement en vigueur, telle qu'elle est appliquée par les tribunaux, telle qu'elle est comprise, voilà. Vous pourriez revenir en arrière? Vous pourriez décider que finalement il faut un contre-projet. Maintenant, on a pu déposer 2 initiatives, on a recoldé 2 fois les 100 000 signatures. Encore une fois, on a été bien accueillis avec l'idée de soulager les familles, soulager les couples en matière fiscale. Donc, nous, on va aller de l'avant et on ne veut pas perdre l'objet de vue. Et puis c'est intéressant de vous écouter. Vous en savez, vous connaissez bien le PDC. Alors, si vous pouvez interpréter de cette manière, comment vous voulez le faire? En tant que juriste, je suis capable de lire les textes. Et quand vous inscrivez dans votre initiative que c'est dans la Constitution, ce n'est pas une interprétation, une explication. De discuter la définition du mariage. Il y a une volonté conservatrice dans cette initiative, avec cette phrase. Ben oui. On va, avec cette phrase, il y a la définition du mariage telle qu'elle est appliquée aujourd'hui. C'est comme ça. De toute façon, ça n'est évidemment qu'une première discussion sur le mariage gay en Suisse. On va y revenir ces prochains mois. Et quelque chose me dit, avec le pays qu'on a ces prochaines années. Merci à tous d'être venus sur ce plateau, ou à vous, Dominique Bettig, d'avoir été avec nous de Delémont. C'était le dernier Infrarouge de l'année. Toute l'équipe d'Infrarouge vous souhaite de très belles fêtes. Nous nous réjouissons de vous retrouver et merci pour votre fidélité tout au long de l'année. Le prochain rendez-vous, c'est le mardi 7 janvier 2014. Nous recevrons en grand invité le président de la Confédération, Didier Burkhalter. Belle fin de soirée à vous et au plaisir de vous retrouver.